Alors, on va pouvoir commencer. Bon, avant de commencer ma présentation, je dois prévenir que les dates utilisées pour la chronologie des événements sont celles du calendrier julien jusqu'à son abolition en Russie en février 1918. Le calendrier julien accuse 13 jours de retard sur le calendrier grégorien en Russie. Le gouvernement soviétique adopta le calendrier grégorien le 31 janvier à minuit. Le lendemain fut donc le 14 février. Les dates relatives aux éléments intérieurs sont donc données selon le calendrier julien jusqu'au 31 janvier 1918, puis selon le calendrier grégorien. Les dates se rapportant aux événements internationaux, comme les déclarations de guerre ou les négociations, sont portées selon le calendrier grégorien tout au long du récit. Donc, on va commencer par la raison pour laquelle je fais cette présentation. Et la première partie de ce récit va se dérouler légèrement plus tard, c'est-à-dire 19 ans après la Révolution russe. Le 19 août 1936, tandis que l'Europe connaît de nouvelles tensions, l'Union soviétique commence l'épuration de son parti communiste par le procès des 16. Le procès est plus connu de notre culture sous le nom de premier procès de Moscou. 16 anciens membres du parti communiste, 16 compagnons de route du parti bolchevique. Ils sont jugés pour des accusations de terrorisme, pour l'assassinat de Sergueï Kirov et pour un complot trotskiste. Parmi eux, on retrouve Zinoviev, Kamenev ou encore Smirnov. 3 grandes figures de la révolution d'octobre 1917. Tous vont connaître le même sort. Tous vont être jugés dans un procès truqué dont l'objectif pour le régime est bien plus didactique que répressif. Tous vont être condamnés à mort et exécutés dans les 24 heures suivant leur condamnation. Par cette action, Staline vient d'établir sa suprématie sur le parti et dès lors sur l'Union soviétique. Ce n'est pourtant que la conclusion logique de la révolution russe, elle-même conclusion logique de la décomposition progressive de l'Empire russe et de l'autocratie. Ce n'est que l'épilogue d'une descente aux enfers entamée un demi-siècle plus tôt. Ces présentations vont avoir pour but de présenter la complexité du régime soviétique, car il y en aura 3, de manière claire et concise, de comprendre la logique du gouvernement soviétique, sa cohérence, de comprendre comment il est arrivé au pouvoir, de comprendre comment la révolution de 1917 a été possible. Tel est le sujet de cette première présentation, la période pré-révolutionnaire en Russie. Pour cela, il faut résoudre différentes questions. Qu'est-ce que le modèle de l'autocratie ? S'agit-il d'une simple monarchie absolue ou d'un régime détenant ses caractéristiques spécifiques ? C'est la première problématique à laquelle nous allons répondre. L'autocratie est mise en place sur le modèle byzantin, par Ivan le Terrible au XVIe siècle. Il crée le titre de tsar de toutes les Russies à son couronnement en 1547. La Russie du XIXe siècle a pourtant profondément changé. Ce n'est plus la dynastie d'Ivan le Terrible qui est sur le trône, mais depuis 300 ans celle des Romanov. Pierre le Grand, au XVIIe siècle, a pourtant cherché à s'éloigner des racines autocrates et à réformer le pays en une véritable monarchie absolue occidentale. Il a multiplié les réformes en ce sens et a tenté d'approcher la culture russe de la culture européenne. Il a mué le titre de tsar en titre d'empereur souverain de toutes les Russies. Le régime n'en devient pas plus doux pour autant. Il a conservé bon nombre de ses particularités, bien qu'il ait souvent cherché à s'approcher du modèle européen. En 1810, Alexandre Ier fonde un conseil d'État de l'Empire russe qui n'a qu'une fonction consultative, mais qui s'éloigne bien loin des principes de l'autocratie. Ce pouvoir que
désire le tsar de toute la Russie, Nicolas II, se base sur une idée que lui et son père se font de l'autocratie. Nicolas II voit d'un mauvais œil l'influence qu'a eue Pierre le Grand sur la Russie. Il l'appelle par ailleurs votre Pierre. Nicolas II refuse de porter le titre d'empereur souverain, lui préférant celui de tsar. Pour eux, l'idée du pouvoir du tsar doit se fonder sur des préceptes établis au XVIIe siècle. En premier lieu, l'idée de patrimonialisme, c'est-à-dire que le tsar est propriétaire direct de toute la Russie. C'est là son territoire, sa propriété, et il ne peut en être autrement. Je conçois la Russie comme un domaine, déclare-t-il en 1902, dont le propriétaire est le tsar, l'administrateur la noblesse, et les travailleurs la paysannerie. Le second point, c'est que le pouvoir du tsar est personnel. Il est le pouvoir. Le principe est fondamentalement opposé à ce qu'a mis en place Pierre le Grand, où le tsar doit désormais être soumis au respect des lois. Ce principe de pouvoir personnel séduit grandement les deux derniers Romanov. Le dernier point concerne une union mystique entre le tsar et le peuple orthodoxe. Nicolas II déteste par ailleurs la capitale impériale, Saint-Pétersbourg, qu'il juge bien trop occidentale à son goût. Il rêve de Moscou et de se rapprocher de son peuple. Il voue un véritable culte au passé, au point d'en affecter jusqu'à l'architecture urbaine et jusqu'à son bureau. En l'année 1913 est l'année du tricentenaire des Romanov. Il paraît incongru de commencer notre histoire à cette année, alors que la période pré-révolutionnaire commence bien plus tôt. Il faut pourtant comprendre ce que représente cette fête pour comprendre les objectifs que se lance Alexandre III puis son fils Nicolas II. La fête que le tsar organise pour ce tricentenaire est particulièrement impressionnante. Il se permet le luxe de faire apparaître sur le palais d'hiver le portrait de Mikhaël Ier, Pierre le Grand et de lui-même, Nicolas II. Le jubilé est somptueux. La journée est considérée comme un jour férié. Nombre de magasins sont fermés. Nombre de manifestations ont lieu pour ces festivités à travers le pays. Le tsar se permet même d'apparaître en public, même si la police ne laisse rien de côté. Le tsar continue par la suite son voyage en faisant une tournée à travers tout l'Empire. Il cherche là le soutien populaire, tout à fait décisif pour l'image qu'il est censé donner de l'autocratie. Le pouvoir qui définit le mieux l'autocratie est dès lors un pouvoir tourné vers le passé. Il est réactionnaire. Le tsar de toutes les Russies est un personnage complexe qu'il est difficile de résumer par une incompétence totale, un manque de caractère ou au contraire une nature beaucoup trop autoritaire. La pression exercée par les proches d'Alexandre III sur lui-même va lui faire adopter une posture beaucoup plus réactionnaire que son père Alexandre II. Il fait immédiatement démissionner les ministres réformistes et se lance dans une série de contre-réformes. Il est très autoritaire et représente, selon son fils Nicolas II, ce que doit être un autocrate. Alcoolique, il meurt prématurément à l'âge de 49 ans, en 1894. Il ne faut cependant pas croire que, malgré une compétence bien plus prononcée que son fils, un règne plus long de sa part ait pu arranger les choses. Certes, il aurait pu saisir bien des occasions pour réaffirmer son pouvoir, mais il aurait dû faire face à une population dès lors beaucoup plus impliquée dans sa défiance, si ce n'est même davantage en face d'une autocratie plus efficace. C'est la première remarque que nous pouvons faire au sujet de Nicolas II. Il est vu incompétent par son propre père. Quand Sergueï VIII dira au tsar Alexandre III qu'il est temps d'éduquer le grand-duc Nicolas aux devoirs politiques qui seront les siens, ce dernier lui répond : « Dites-moi, avez-vous jamais parlé à son Altesse impériale, le grand-duc tsarevitch ?» Vite lui répond qu'effectivement il l'ait fait.
Alexandre III continue. Alors, ne me dites pas que vous n'avez jamais remarqué que le grand-duc est un âne. Nicolas II se caractérise par un profond désintérêt pour la politique. Il n'a pas non plus la carrure attendue d'un autocrate, ni même le caractère. Il se laisse très influencer par sa propre cour, bien qu'il multipliera les actions pour se dégager de ses influences. C'est par ailleurs ce qui provoquera une excessivité de son autoritarisme et par la suite bien des problèmes dans l'Empire. Quand son père meurt, il n'est absolument pas préparé à devenir tsar de toutes les Russies. Son couronnement, par ailleurs, semble de mauvais signe. En mai 1896, les célébrations de celui-ci donnent lieu à une gigantesque bousculade, entraînant 1400 morts et 600 blessés. Nicolas II continue pourtant les célébrations comme si rien ne venait de se dérouler. Cela va indigner l'opinion publique naissante. On est seulement 5 ans après la famine de 1891. Cet événement est vu de mauvais augure par un Nicolas II qui ne se sent pas prêt pour tenir le pouvoir. La cour impériale est un autre acteur majeur de l'autocratie. Elle est composée de diverses factions. L'aristocratie est plutôt conservatrice, attachée à ses privilèges. L'une des factions les plus influentes est sans doute la faction réactionnaire, conduite par l'impératrice Alix, et l'un des serviteurs de l'empereur de toutes les Russies, Raspoutine. Afin de maintenir le pouvoir en Russie, le tsar a besoin d'organes envers lesquels il a confiance. Il se méfie grandement de la bureaucratie. Il a besoin d'institutions fortes détenant le pouvoir, mais qui se soumettent à son pouvoir. Nous allons commencer par parler des gouverneurs. En règle générale, le gouverneur est vu comme un symbole même de l'autocratie. Ils sont la personnification du pouvoir du tsar, de l'oppression et du despotisme. Certains se permettent de fouetter les gens en public. D'autres font bloquer entièrement une ville quand ils ont à voyager dedans. Dans un régime où la bureaucratie est totalement inefficace, c'est sur eux que se repose le tsar pour l'impôt et la justice. Leur pouvoir découle directement du tsar, qui les nomme publiquement. Ils s'opposent clairement aux réformes que le tsar rejette, cherchant à conserver leur pouvoir et ainsi à se faire bien voir par le tsar. Poursuivons avec la mise en place de l'état policier suite à l'insurrection décabristes en 1825. L'insurrection décabriste de 1825 convainc l'empereur de toutes les Russies de l'époque, le tsar Nicolas Ier, qu'il est nécessaire de mettre en place des institutions pour lutter contre la diffusion des idées libérales en Russie, pour protéger le servage et l'autocratie. Une police secrète est dès lors mise en place dans cet objectif, à partir du 3 juillet 1826, et c'est la première du genre. Cette police secrète est appelée 3e section de la chancellerie impériale. Elle s'occupe d'opérations de haute police, c'est-à-dire des crimes affectant directement la sûreté de l'État, comme la diffusion d'idées libérales remettant en cause le modèle de l'autocratie. Elle crée la possibilité de pouvoir interner des prisonniers politiques, de les envoyer en Russie, ou encore d'utiliser la censure des dépêches et du courrier pour influencer les sujets. De par son appartenance à la chancellerie impériale, la 3e section est au-dessus des lois. Les multiples problèmes qu'elle connaît et l'échec de celle-ci, Alexandre II sera assassiné le 1er mars 1881, provoquent sa dissolution. Elle est cependant remplacée par l'Okhrana le 2 août 1881. Cette dernière utilise des méthodes bien plus modernes pour exécuter ses missions, utilisant l'infiltration de groupes révolutionnaires ou encore des agents provocateurs. Elle parviendra à infiltrer jusqu'au comité central du parti bolchevique. D'autres moyens sont mis en place afin de réprimer les mouvements politiques hostiles à l'autocratie. La forteresse Pierre et Paul en est un exemple frappant. Surnommée la Bastille russe,
Nombre de rumeurs circulent sur cette prison dont les conditions de détention sont souvent exagérées. Cependant, il est vrai que les dissidents politiques y sont envoyés, à partir de l'insurrection des cabristes. Jamais plus de 100 prisonniers à la fois. Jamais plus de 30 à partir de 1908. Le système est, malgré le peu de moyens qu'il semble détenir, on parle au mieux de 15 000 membres de l'Okrana, très efficient. Il est estimé en 1917 que l'intelligentsia militante a passé en moyenne 4 ans en prison. La majorité des cadres importants des partis politiques dissidents sont exilés, et les autres contraints de vivre dans la clandestinité. La police régulière n'est pas en reste, pouvant se permettre elle aussi d'agir dans le sens de la répression à la demande du tsar. Elle est elle-même dotée d'un réseau d'informateurs et de missions de sûreté comme la répression de manifestations. L'armée est l'un des piliers centraux du pouvoir du régime autocrate. L'armée fait l'objet d'un important prestige selon le tsar et ses conseillers. Nicolas II en nomme les officiers supérieurs et la discipline reste forte. Le cas de la garde impériale est particulier, dans la mesure où celle-ci est vue comme une extension de sa propre famille. Von Thetto, de l'état-major allemand, écrit concernant le soldat russe qu'il s'acquitte de son devoir avec abnégation et loyauté, d'une façon qu'on ne retrouve guère dans aucune armée d'Europe. La réalité de l'armée est pourtant bien différente, car bien qu'elle soit si chère à Nicolas II, il la néglige et ne lui montre pas des signes de respect importants. La tension est croissante à tous les grades. En premier lieu, l'armée est surtout composée de paysans conscrits. Ces derniers représentent 85% de la population en 1897. Ils sont maltraités par les officiers, n'ayant le droit qu'à la considération que les nobles offraient à leurs serfs. De plus, ils sont souvent envoyés réprimer des mouvements paysans, chose qu'ils vivent mal. Ils sont mal encadrés, mal formés, mais aussi mal approvisionnés. Ils doivent cultiver leurs vivres et leur tabac eux-mêmes. Ils doivent travailler de façon saisonnière dans des domaines afin d'obtenir leur solde. Dans les faits, ils sont plutôt habitués à jouer de la binette que du fusil. Ceci est dû à une perte de son rang des priorités à la fin du XIXe siècle. Du fait des mauvaises campagnes et des défaites successives, ils ne sont plus la priorité du régime en des termes budgétaires. Les Cosaques sont eux aussi touchés par ces problèmes. Les Cosaques sont pourtant des serviteurs du tsar, ce dernier les dédommageant de terres et leur permettant ainsi de pouvoir vivre comme ils le veulent. Cependant, à la fin du XIXe siècle, l'obligation pour eux de devoir s'équiper eux-mêmes les force à se séparer d'une partie de leurs terres et de leur cheptel, soulevant une certaine indignation dans ce corps social. Les officiers n'étant pas issus de la noblesse sont quant à eux critiques. Ils critiquent une doctrine militaire archaïque, composée de charges à la baïonnette et d'utilisation d'une cavalerie qui est de plus en plus inutile. La guerre franco-prussienne leur donnera raison, avec la fameuse charge de Reichshoffen, démontrant aux yeux de tous dès 1870 l'inutilité de la cavalerie dans les guerres post-napoléoniennes. Ils critiquent aussi la priorité donnée à la noblesse pour la nomination de nouveaux éléments de l'état-major. Ils demandent réforme et modernisation. Le résultat de cette société est un mélange de modernité et de féodalité. Cette dualité va être la source de nombreuses difficultés d'un régime qui peine à s'adapter aux exigences de l'époque moderne. Comme nous allons commencer à le voir à travers le cas de l'armée, commençons par discuter du cas du clergé. L'influence orthodoxe est en perte de vitesse dans la société russe. La Russie est affectée d'une forte présence d'un mythe religieux. De par la nature du tsar, qui est considéré comme étant un représentant de Dieu sur Terre, ou tout simplement par ce qu'est censé être Moscou, c'est-à-dire la troisième Rome. Les chrétiens en russe se nomment par ailleurs Christianin et les paysans Krestianin.
L'Église est un des éléments centraux de la cohésion de la société russe. L'Église dépend du tsar, mais le tsar en a besoin pour le contrôle social. De fait, le régime leur fait exécuter bon nombre de tâches administratives. Les problèmes en campagne sont importants. Si le clergé dépend de l'État, il ne dépend pas financièrement de lui, et doit donc se financer par lui-même. Ce sont les honoraires fournis par les paysans pour les services qu'ils rendent, qui permettent aux prêtres de subvenir à leurs besoins. De ce fait, ils sont vus par les paysans comme des marchands et non comme des hommes de culte. De plus, la religion pratiquée par le paysan est bien généralement mêlée de paganisme, ce dernier ne sachant que vaguement ce que sont des concepts comme le paradis ou l'enfer. Le clergé de ville tente de faire de son mieux pour lutter contre les idées socialistes, mais n'y parvient pas. Généralement, il est totalement désarmé face à la progression des idées matérialistes et marxistes. De plus, la construction de lieux de culte n'arrive absolument pas à suivre la vitesse de l'urbanisation. L'église urbaine décline. Tous ces éléments conduisent une partie du clergé, la frange la plus libérale, à demander une église plus proche des masses, en somme de demander une libéralisation de l'église. Si l'idée est acceptée au début, bien que timidement, l'insistance de Sergueï Vitz durant la révolution de 1905 et la violence de celle-ci va conduire l'église à choisir le camp de la réaction. Le clergé libéral s'en trouve dès lors défait. Continuons notre étude par celle du cas des serfs et de l'abolition du servage en 1861. Elle n'a pas mis fin aux privilèges pour autant. En réalité, la paysannerie russe est même sans droit. De nombreuses rixes rythment la vie des communes. Durant les fêtes, par exemple. La pudeur y est inexistante, les humiliations publiques y sont fréquentes. De par leur vision subjective du droit, ils ne voient pas les crimes de la même manière que l'État. Pour eux, un pauvre volant un riche ne commet pas un crime si grave. Ils ont leur propre système de justice et par là leur propre système de châtiment. Les mires sont souvent l'objet de fantasmes et d'illusions. En effet, le partage égalitaire y est profondément ancré. Le mire est la commune paysanne, une organisation patriarcale dont le système décline à cause de la pénétration du marché. C'est une société très conflictuelle, le bolchak ou patriarche, détenant de nombreux pouvoirs. Cependant, il doit agir avec la... Le mir signifie monde, univers, les paysans sortant peu de leur village. La société du mir est très méfiante envers le monde extérieur, c'est-à-dire tout ce qui sort de ses propres frontières. Donc, même à l'égard des mirs voisins. Quand l'État tente d'étendre sa bureaucratie à la commune paysanne, celle-ci va répondre en formant une seconde des bureaucraties. La bureaucratie tournée vers l'État va devenir inefficace, mais surtout ineffective, tandis que celle tournée vers le monde paysan en est aux antipodes. Celle tournée vers le monde paysan va permettre une meilleure organisation de la vie du mir. Il faut comprendre que le rêve paysan est celui d'un État qui n'aurait aucun pouvoir sur l'individu. Ces zones, situées généralement en Russie occidentale, dominées par la petite noblesse, ne permettent pas le développement d'une importante classe de paysans riches. La zone est en plus surpeuplée du fait de la domination du mir, et généralement, ils doivent s'endetter pour survivre. Les exploitations sont peu intensives, et les paysans perdent des terres jusqu'en 1905 au profit des hobereaux, qui généralement leur louent celles-ci à des prix exorbitants. Les hobereaux sont des propriétaires terriens.
Ces paysans pauvres se rendent généralement en ville afin de chercher de manière saisonnière du travail ou de quitter de manière plus définitive la commune et le monde rural. Ils s'organisent en associations dans lesquelles se renseignent les patrons d'usines afin de recruter. Il faut rajouter à cela de fortes tensions qui apparaissent entre la jeune génération, proche de la culture des villes, et l'ancienne génération, plus proche des traditions. Ces zones vont être de véritables foyers révolutionnaires. Il faut voir que le monde paysan n'est pas uniforme. La situation agricole dans l'ancien régime tsariste montre un monde très fragilisé. En premier lieu, on trouve des zones où le servage a été aboli plus tôt, comme en Pologne ou dans les régions de la Baltique. On trouve aussi des zones nouvellement colonisées comme en Sibérie occidentale, où le modèle du Mir n'est pas appliqué. Il n'y a pas non plus que le modèle des communes. Les Cosaques bénéficient dans le Kouban d'un régime particulier. Ils ont le droit de posséder des terres et de les exploiter au nom des services qu'ils rendent au tsar, ce qu'ils font sans remords. Généralement, ces paysans sont plutôt riches. Eux et les Cosaques seront à l'avenir d'importants foyers de la contre-révolution. Les exploitations ne font cependant pas de profit et ont du mal à pérenniser. À l'abolition du servage, nombre de celles-ci coulent faute de pouvoir être portées par une classe paysanne qui leur était offerte auparavant. En effet, il faut maintenant les rémunérer. D'autres, généralement tenus par des obéraux inventifs et entreprenants, s'adaptent et émergent en groupes libéraux. Quand vont apparaître les Zemstvos, et ces groupes libéraux vont s'opposer au tsar. Les populations pauvres du monde paysan sont généralement contraintes à des départs bien plus définitifs afin de s'offrir un avenir. À ce départ s'accompagne une nausée de la terre et un important rejet de la culture paysanne. Ce facteur de migration va voir la population urbaine de la Russie passer de 7 à 28 millions d'habitants entre 1875 et 1900. La vie dans le monde ouvrier est très difficile. Les logements sont très rares et aucune politique d'urbanisation n'est mise en place. Pour donner un ordre d'idée, une épidémie de choléra éclate tous les 3 ans à Saint-Pétersbourg. L'une des filles du tsar en sera par ailleurs la victime. Les conditions de travail sont éprouvantes. On y travaille jusqu'à 6 jours sur 7, de 6 heures à 19 heures pour 1,5 rouble par semaine dans les années 1890, selon un futur militant bolchevique, Kanachilov. Les femmes représentent 33% de la main-d'œuvre en 1914 et le travail des enfants n'y est que peu régulé. Il n'existe aucune pension pour les ouvriers. Ces derniers sont traités comme des paysans, des enfants, des animaux. Ils ont le droit au tiu, toit, en russe, de l'époque du servage au lieu du viou, du vous de politesse. Le patron est tout puissant. Il cherche à contourner la législation par des contrats privés. Il peut aussi fouetter ses propres ouvriers. L'artisanat est exclu de la législation. La législation sociale du travail s'arrache par de violentes grèves. Celles-ci n'ont par ailleurs pas pour déclenchement des querelles matérielles, mais bien plutôt le rejet des symboles du servage. C'est ainsi qu'est arrachée l'interdiction du travail de nuit pour les femmes et les enfants en 1885, ou encore la journée de 11h30 en 1897. L'illégalité des mouvements de conscientisation fait que peu d'ouvriers sont conscients de leur situation, et le peu qui le soient se tournent directement vers les mouvements révolutionnaires. Ces mouvements sont dominés avant 1890 par les populistes, puis plus tard par les marxistes.
Le cas de l'ascension sociale est une autre démonstration des difficultés du régime. La bureaucratie, dont le tsar se méfie grandement, est un organe à l'image de la noblesse. Il est très hiérarchisé, composé de 14 rangs différents, d'un protocole strict et de nombreux rituels cérémoniaux. Il est permis de monter dans la hiérarchie bureaucratique par l'ancienneté et non par la compétence. Il faut ainsi attendre 3 ans entre chaque rang 14 à 9 et jusqu'à 4 ans pour les rangs 8 à 5. Les rangs 4 à 1 sont héréditaires et ne peuvent être nommés que par le tsar en personne. La bureaucratie est dès lors un corps social très élitiste, dominé par la noblesse, même s'il est ouvert à ceux qui ont fait l'université. C'est bien plus rarement un moyen de devenir noble. Elle dépend grandement d'une aristocratie qui décline depuis plusieurs décennies. Pire encore, les financements de l'appareil pour permettre de former une classe moyenne ou de réformer le pays sont nuls et ne bénéficient d'aucune volonté de réforme. De fait, elle manque de plus en plus de cadres, ne pouvant chercher de nouvelles têtes en dehors de la noblesse. Pour finir, bien trop de juridictions se chevauchent et les divisions entre les ministères sont mal opérées. La bureaucratie est particulièrement inefficace. Avant la mise en place des envos, il n'y a pas de développement de classe moyenne en Russie. La majorité des métiers libéraux dépendent de l'État. C'est l'État qui nomme et qui recrute. La mise en place des envos est vue comme un moyen possible et concret de rapprocher le peuple du tsar. Touché par les contre-réformes de 1890, ces assemblées locales font face à une surreprésentation de la noblesse. Par ailleurs, ils sont vus comme un organe supplémentaire de la petite noblesse par la paysannerie, qui dès lors les délaisse. Cependant, ces derniers émergent de cercles libéraux et souhaitent servir le peuple. Ils vont mettre en place des infrastructures et permettre le développement du troisième élément. Ce troisième élément est composé de médecins, statisticiens ou d'enseignants nécessaires au développement de chaque province. Une classe moyenne peut dès lors se développer timidement. Ces éléments vont permettre de façon alternative d'améliorer la vie des campagnes et de permettre une ascension sociale. Cependant, comme nous le voyons, elle n'est pas l'initiative de l'État, mais bien plutôt une initiative privée. Ceci est une source de tension croissante envers le tsar. Une autre chose fait cruellement défaut en Russie avant 1890. C'est l'inexistence, dans les faits, d'une classe bourgeoise. Du fait du retard industriel et sociétal de la société russe, il n'est pas possible de mettre en place une classe bourgeoise solide en Russie. L'inexistence d'une classe moyenne n'arrange pas les choses, puisque dès lors l'écrasante majorité de la population est pauvre. Il n'est pas possible pour certains d'entre eux de devenir riches bourgeois, puisqu'il n'est pas possible de faire fortune dans quelques affaires. En effet, en l'absence d'argent à investir et d'usines dans lesquelles investir, il n'est pas possible de s'enrichir, ce qui rend plus difficile encore de mettre en place une politique d'industrialisation qui ne dépende pas de l'État. Ce n'est pas le seul problème de cette société que cette conception aussi archaïque des rapports entre les individus. L'ascension sociale s'en trouve difficile, non seulement pour ceux n'étant pas nobles, mais bien davantage pour les non-russes. Je vous fournis un tableau concernant les dites nationalités dans le channel. Les minorités considérées comme non-russes constituent, selon Nicolas Wurst, le tiers de la population. La seule population russe
selon le recensement de 1897, n'est que de 44%. Les Ukrainiens et les Biélorusses étant considérés comme des cousins éloignés des Russes. Pire encore, il est largement considéré par l'administration impériale la supériorité du peuple russe et de sa culture sur cette périphérie. Les peuples autochtones sont jugés comme étant non assimilables. La population, quant à elle, est hiérarchisée, ce qui se ressent d'ailleurs dans l'armée et l'administration. Tout en haut, on trouve les peuples russes et allemands de la Baltique. Viennent ensuite les peuples ukrainiens, biélorusses, polonais. Puis, tout en bas de la liste de ces peuples, le peuple juif, qui n'a presque aucun droit, et le fait comprendre en se montrant défiant envers le tsar. Ils sont surreprésentés dans les milieux révolutionnaires. À cela, il faut comprendre un développement de multiples nationalismes. Le premier d'entre eux, et le plus surprenant, est celui du nationalisme local cosaque avec le mythe de l'ataman. D'autres nationalismes, sur des cultures telles que celle de l'Estonie, de Lituanie ou encore de Pologne, se construisent d'en haut, à partir de la formation de la ville bourgeoise et de l'avancement de l'éducation dans les campagnes. Le seul cas particulier est celui de l'Ukraine, où la population reste massivement agricole. Il faut comprendre qu'aucun des mouvements nationalistes ne conçoit en réalité l'indépendance jusqu'aux révolutions de 1917. Les sentiments nationaux se développent en parallèle à une culture démocratique et dès lors à des idéaux socialistes. Ceux-ci domineront les mouvements autonomes nationaux, comme par exemple celui de Józef Pilsudski, futur dirigeant polonais. Ce qui caractérise le pouvoir en Russie est la faiblesse relative de son pouvoir. C'est paradoxal de parler de ceci dans un État dont l'objectif affirmé est celui d'un État fort. Mais les retards politiques et économiques de l'Empire et son obstination à maintenir l'autocratie y sont pour beaucoup, comme nous allons le voir. Un ancien pilier de pouvoir et de modernisation de l'autocratie était l'intelligentsia. En règle générale, la situation de l'intelligentsia est celle d'une société dans la société. L'intelligentsia a été mise en place par certains tsars, parmi lesquels Pierre le Grand, qui désirait fournir à la Russie le socle d'une catégorie sociale intellectuelle permettant à la Russie de se moderniser plus facilement et de fournir au régime les armes de son maintien et de sa domination, aussi bien interne qu'externe. À partir du XIXe siècle, elle se divise en plusieurs factions. Les Occidentaux sont partisans d'une libéralisation du pays. C'est elle qui cherche à aider le peuple au travers des cercles libéraux et des MVOS. Mais elle est coupée de la Russie officielle par ses idées et elle l'est aussi des paysans par son éducation. Les slavophiles sont leurs penchants conservateurs, voyant d'un mauvais œil ces idées libérales. Les populistes considèrent l'autocratie comme un mal, mais le libéralisme comme étant bien pire encore. Afin d'entraîner le soulèvement des paysans, ils mènent une politique terroriste. Ils n'y parviendront pas. Cependant, c'est l'un de leurs mouvements qui parviendra à assassiner Alexandre II. Ce mouvement s'appelait Narodnaya Volia, ou volonté du peuple. Ses missions sont temporaires. Son système de localité est faible. On compte 4 fonctionnaires pour 1000 habitants dans un système particulièrement désorganisé.
compte 7,3 pour 1000 en Grande-Bretagne et presque 15 pour 1000 en France et en Allemagne. La police souffre de manquements encore plus importants que le régime des fonctionnaires. Sa force par rapport à la police politique, qu'est l'Okrana, est totalement dérisoire. L'Okrana compte plus de 15 000 membres, là où la police régulière ne compte que 1852 brigadiers et 6873 en 1900, pour 100 millions d'habitants. Elle voit cependant son pouvoir renforcé en 1903 par la mise en place de réseaux d'indicateurs qui permettent le recrutement de 40 000 paysans. Cependant, ils sont jugés peu fiables. La police sert de service à tout faire, allant jusqu'à récolter l'impôt, en plus d'enquêter et de mener les opérations de police habituelles. Elle se trouve débordée par ses fonctions. Mais d'où viennent, par ailleurs, ces multiples problèmes? Pourquoi cette agitation libérale? Pourquoi ce refus croissant de l'autocratie? C'est ce que nous allons découvrir maintenant. La Révolution française de 1789 permet la diffusion des idées libérales en Europe. Certains nobles russes, de par leur voyage en Europe, diffusent à leur tour ces idées dans une Russie qui connaît ses premiers problèmes, liés au modèle autocrate. Les soldats eux-mêmes se mettent à rêver de réformes quand ils reviennent des guerres napoléoniennes, mais Alexandre Ier ne donne pas suite à cette volonté. Se développent dès lors des sociétés secrètes désirant mettre en place des réformes libérales en Russie. Des régiments se mutinent à partir de 1820. Mais c'est l'interrègne de 1825 qui sonne le départ de l'insurrection des cabristes à partir du 2 décembre. La mauvaise organisation de l'insurrection permet de mettre fin à la tentative. La répression est implacable. Les différentes guerres que va connaître l'Empire vont aussi mettre en exergue ses faiblesses militaires et économiques. La guerre de Crimée, entre 1853 et 1856, met en exergue les difficultés de la Russie pour lutter contre ses concurrents européens dans une guerre. L'armée russe, pourtant bien supérieure en nombre, perd Sébastopol, tandis que les alliés franco-britanniques parviennent non sans mal à débarquer sur la péninsule. Nombre d'entre eux seront tués du fait des épidémies de choléra. Cependant, on y perçoit déjà un nombre des problèmes qui seront dénoncés plus tard plus vivement dans l'armée. La guerre russo-turque de 1877 à 1878 se conclut sur une victoire militaire russe, mais dans des conditions qui sont jugées désastreuses de la part même du futur tsar Alexandre III, quand celui-ci les accompagne. Il y note une forte corruption des dirigeants militaires et s'oppose à son père en lui réclamant de réformer l'armée. La première réponse à ces problèmes est donnée par Alexandre II. Il comprend, après la défaite de la guerre de Crimée, que la Russie a besoin de se réformer et de se moderniser. En ce sens, il met en place timidement un programme libéral dans le but de rattraper le retard avec l'Ouest. En 1861, il abolit le servage tout en conservant le mir, la commune paysanne. En 1864, il met en place des gouvernements locaux, les Zensvos, afin de corriger les défauts de gestion locale et la rigidité du système. Il construit un système judiciaire indépendant du tsar. Il ne sait cependant pas où il doit s'arrêter, étant encore assez fidèle au principe de l'autocratie. De fait, ces réformes restent incomplètes. L'intelligentsia la plus radicale, celle des populistes, voit dans ces réformes un danger plus grand encore que l'autocratie elle-même. Elle tente dans un premier temps d'éduquer les masses pour qu'elles se révoltent. En l'absence de réaction, c'est à ce moment qu'elles mettent en place un programme d'action terroriste et multiplient les opérations du type à travers la Russie. Elles parviendront à assassiner l'un des chefs de la 3e section,
avant de parvenir à assassiner le tsar lui-même le 1er mars 1881. Il ne faut cependant pas croire qu'il désire pousser les réformes politiques jusqu'à un régime constitutionnel. En réalité, même si les réformes iront plus loin que celles que ses successeurs et celles de ses prédécesseurs en ce sens, toutes les autres réformes seront acceptées par le tsar plus tard, non pas proposées. Il est tout à fait hostile à mettre fin au pouvoir de l'autocratie. Il ne cherche qu'à adapter certaines réformes libérales à l'autocratie et mettre en place, à sa façon, un conservatisme dynamique. Un bon nombre de ces réformes ont par ailleurs lieu dans les années 1860 et commencent à être freinées quand il subit une première tentative d'assassinat en 1866. Les anciens serfs ne voient toujours pas leur situation réglée et seront par ailleurs l'une des sources de révolution. La radicalisation des mouvements populistes et nihilistes montre qu'aucune autre réforme ne sera mise en place. La mort du tsar et son assassinat marquent la fin d'un court processus de réforme. Comme je l'ai dit plus tôt, son fils Alexandre III met en place une série de contre-réformes que nous allons étudier. Ensuite, nous regarderons comment il a organisé la campagne d'industrialisation de la Russie et ses conséquences. La réforme de l'enseignement est la première touchée par ces contre-réformes, l'école primaire étant rattachée à l'Église. L'indépendance des magistrats est abolie en 1885. Ceux-ci sont maintenant à nouveau dépendants de l'État et de par leur nomination et par leur statut, les grades administratifs et leur évolution. C'est la justice qui suit en 1897, avec la limitation de la publicité des débats judiciaires et la nomination des juges de paix en 1889. En 1890, ce sont les Zemstvos qui voient leur pouvoir diminuer en faveur de la petite noblesse. Elle obtient un quasi-monopole de leur représentativité. Ces pouvoirs sont par ailleurs soumis à l'influence du tsar et de l'administration, qui peuvent annuler les prises de décision des Zemstvos. L'administration impériale se sent concernée par la situation de faiblesse de la Russie. Il lance dès lors une politique de russification intensive. Par exemple, il est interdit de parler la langue locale. La communication officielle ne se fait qu'en russe, que les gens ne comprennent généralement pas. On a différentes tentatives dans diverses régions de l'Empire qui ne vont qu'aggraver la situation avec le tsar. La Finlande, l'Ukraine, la Pologne et l'Arménie sont particulièrement touchés par ces événements. Le pire cas que connaît cette politique de russification est sans doute celui de la population juive, qui est totalement discriminée. Elle a l'obligation de vivre dans une zone de résidence en Pologne. Elle est constamment marquée par l'antisémitisme et des tentatives pour les éliminer peu à peu. L'affaire Baylis sera par ailleurs leur affaire Dreyfus. Ces derniers vont réagir en quittant massivement la Russie pour les États-Unis à partir de 1880 ou en rejoignant massivement les partis révolutionnaires. Il faut avoir conscience que, cependant, les questions nationales ne sont pas les causes, mais bien plutôt les symptômes de ce qui sera l'effondrement progressif du système. Nous allons maintenant passer au processus d'industrialisation de la Russie. Le modèle de la modernisation industrielle de la Russie sera porté par l'État. Comme nous l'avons dit, la société russe et la bourgeoisie sont trop faibles pour permettre le développement du pays par lui-même.
Le développement de pays par lui-même nécessite une accumulation primitive du capital. Derrière ce terme marxiste, il faut comprendre qu'un État ne se modernise pas par magie. Il a besoin de fonds pour pouvoir investir dans son capital, dans son industrie. Ce qui n'est pas le cas de la Russie, comme de tout autre pays. Ce qui est le cas de la Russie, comme de tout autre pays. Il est important de comprendre que dès lors, la mise en place d'une politique russe en ce sens est inévitable. Si aucune classe sociale ne peut s'en charger, c'est par ailleurs de la même manière que se sont construits l'industrie en Allemagne ou au Japon. La politique russe ne peut pas se laisser porter par le seul impôt. La faiblesse de la bureaucratie ne permet de tirer qu'un impôt moyen de 15% à l'époque en Russie, contre des impôts bien plus forts en France ou en Allemagne. C'est par les exportations de céréales que l'industrie russe va donc se jouer. Ceci fait, la Russie importe des machines-outils, généralement d'Allemagne et d'Autriche. Elle développe ses secteurs d'industrie lourde. La Russie tente de la même manière de développer son propre secteur de machines-outils. La Russie va connaître un développement rapide de son industrie. Sa croissance est de 8% en moyenne pour la fin du XIXe siècle et le début du XXe siècle. Son industrie chimique se développe massivement en Pologne, en Ukraine et en Biélorussie. L'Ukraine et la Biélorussie voient se développer d'importants bassins miniers et d'importants centres métallurgiques. Le nombre d'ouvriers passe de 700 000 en 1863 à 3 millions en 1917. Cependant, ce développement est profondément inégal. En effet, en premier lieu, si certaines usines comptent jusqu'à 15 000 ouvriers, bien plus nombreuses sont celles ne comptant que 50 ouvriers au plus. Il faut aussi compter les artisans, qui, dans une situation particulière d'après Orlando Fidge, Pour les retombées économiques sur la population, le résultat est tout autant mitigé. Du fait du développement de l'industrie lourde, l'industrie de consommation est fortement délaissée. Cela provoque une nécessité d'importation pour résoudre ce problème. De plus, du fait de leur proximité et de leurs anciens liens diplomatiques, nombre de machines-outils, de matériel de tout type, dont le matériel ferroviaire, est importé d'Allemagne. Cela aura de lourdes répercussions durant la Première Guerre mondiale. Arrive dès lors le tournant, ce qui va permettre à la population de prendre conscience que la situation demeure et demeurera bloquée. Ce tournant, c'est la famine de 1891. Les circonstances de cette famine sont celles d'un hiver rigoureux qui se montre particulièrement difficile. Le printemps et l'été ne se montrent pas plus cléments, laissant place à une profonde sécheresse. On parle jusqu'à 100 jours sans pluie consécutifs. À la récolte, Voronezh ne parvient à tirer que 1,6 kg de seigle par habitant, contre 240 dans un rendement normal. La famine se fait perceptible dès juillet. À l'automne, le risque de famine s'étend à 17 provinces à travers la Russie. Il va affecter 36 millions d'habitants. Un exode massif a lieu pour tenter de se nourrir. D'autres se contentent de rations de pain de famine, un mélange de balles de seigle, de pâte d'oie, de mousse et d'écorce. Puis c'est le choléra et le typhus qui frappent. Ils emportent un demi-million de personnes à la fin 1892.
La famine, quant à elle, va tuer 1 à 3 millions de personnes. Il ne faut pas croire que le gouvernement laisse faire et s'en remette à Dieu pour régler la situation. Il se démène pour faire front à la crise. Mais la bureaucratie est trop lourde, le pouvoir est trop lâche, le réseau d'approvisionnement est défaillant. L'administration ne désire fournir ces denrées qu'à la condition où les populations en aient réellement le besoin. Ils attendent pour cela des statistiques qui iraient dans ce sens. Quand elles leur parviennent, il est généralement trop tard. Les paysans que le régime souhaite faire travailler dans les travaux publics sont à l'article de la mort. Pire encore, le ministre des Finances, Vyshnegradsky, désirant continuer de financer l'industrialisation avec les exportations de céréales, ne les fait cesser qu'au mois d'août. Ce n'est que le 17 novembre que le gouvernement se résigne à porter un décret impérial demandant la mobilisation de la population afin d'aider les victimes de la famine. La mobilisation de la population tient à un caractère exceptionnel, puisqu'une bonne partie de celle-ci délaisse ses occupations afin d'endiguer une crise bien avancée. La société civile tout entière se mobilise dans ce sens. Médecins, hommes publics, hommes et femmes de tous horizons. Les soupes populaires s'organisent à travers tout le pays. Pour beaucoup, c'est la culpabilité qui les fait agir. La famine n'a pas eu un aspect désastreux seulement sur l'état matériel de la population. Il laisse une profonde trace sur la conscience morale et politique de celle-ci. Nombre d'entre eux dénoncent l'incompétence du régime à travers slogans, articles de journaux et lettres à travers tout le pays. D'autres gagnants de cette crise sont les socialistes. Nombreux sont ceux qui rejoignent leur rang suite à la famine. Lénine rejoint les rangs des marxistes des suites de celle-ci. Par ailleurs, le marxisme acquiert une force irrésistible, car lui seul semble parvenir à expliquer les origines de la crise alimentaire. Toute la société est touchée par cette percée. Martov, Struve, deux futurs cadres du parti, furent eux aussi deux autres convaincus par cette nouvelle science. La famine est un moment décisif, car c'est la première fois que le peuple tout entier prend conscience de la situation. C'est le moment où la Russie tout entière devient pour la première fois une nation. Le tsar, comme nous l'avons vu à de multiples reprises, est convaincu que le peuple est derrière lui. Certes, certains de ces raisonnements se valent, l'intelligentsia se pensant constamment champion du peuple. L'intelligentsia se pensant être proche du peuple, de le comprendre mieux que quiconque. Cependant, il semble que dans les faits, tous ces acteurs se soient en réalité trouvés déconnectés du peuple, non seulement par l'éducation, mais bien aussi par la prétention. Ce n'est pas que le peuple détient lui aussi sans doute mieux la réponse au problème de l'autocratie. Bien au contraire. C'est bien plutôt que personne n'a cherché à réellement le comprendre. Tout le monde a fantasmé le peuple, le tsar le premier. La situation en devient même tragico-comique. Car si bon nombre soutiennent que le tsar détestait la population, ou que n'importe lequel de ces acteurs détestait le peuple, c'est en réalité faux. C'est l'absence de communication, la peur et l'incompréhension qui ont joué un rôle aussi décisif. Ils ont joué un rôle clé tout autant dans la défiance croissante de la société civile, du peuple ou des minorités, qu'à la réponse réactionnaire du régime. Prenons le cas que nous avons traité, celui de la révolution de 1905. En premier lieu, ce ne sont pas des libéraux qui seront privilégiés,
mais des proches du tsar. Mirsky, un libéral, est remplacé par Boulygine au ministère de l'Intérieur. Boulygine est dépendant de Treprov, officier de la garde impériale. Boulygine lui rapportera finalement qu'il faille faire des concessions, ce à quoi le tsar lui avancera. « On dirait que vous avez peur qu'une révolution éclate. » Boulygine lui répondra. « Votre Majesté, la révolution a déjà commencé. » Les connaisseurs du film du bicentenaire sur la Révolution se rappelleront sans doute cette scène du film où l'un des serviteurs de Louis XVI le prévient que la Bastille vient de tomber. Pour revenir à la situation de 1905, en réponse à cette agitation, le régime ne sait pas mieux faire qu'une politique du trop peu, trop tard, en proposant la Douma Boulygine. Cette Douma ne serait qu'un organe purement consultatif, et si, avant, elle aurait suffi, le 6 août, toute opinion publique la juge totalement insatisfaisante. La compréhension même du mouvement par son Altesse paraît incongrue. Quand la révolution éclate, il n'est pas question pour le régime de considérer que c'est le peuple qui réclame des réformes. Pour Boulygine et Nicolas II, ce n'est que le résultat d'agents étrangers cherchant à déstabiliser le pays. Le tsar se rend sourd aux doléances qu'il a lui-même proposé de mettre en place, en refusant obstinément d'entendre parler de parlement constitutionnel. La politique de l'empereur de toute la Russie ne fait que radicaliser les positions de ces acteurs de la révolution de 1905. C'est dans ce climat délétère que finira par éclater une grève générale en septembre et en octobre 1905. Cette grève sera spontanée, bien que cadrée par les sociodémocrates et l'Union des Unions. Pourquoi par ailleurs cette révolution a lieu? Ces raisons commencent en 1904. Elle a lieu dans une situation de tension croissante entre la Russie et le Japon. Ces deux pays ont des vues sur la Mandchourie. La Russie a une politique d'opposition à la Grande-Bretagne, tandis que le Japon commence sa politique de colonisation. Le Japon, pensant ne pas pouvoir chasser les Russes de la région, cherche le compromis avec la Russie sur ces questions. La guerre aurait pu être évitée si elle avait été laissée entre des mains diplomates et compétentes. Mais elle fut abandonnée à certains courtisans, conduits par Alexandre Bezobrazov, qui avait des intérêts en Crimée. Ce groupe fit refuser le compromis japonais proposé au tsar Nicolas II en 1903. Dès lors, les Japonais, voyant que les Russes commencent à se concentrer militairement dans la région, décident qu'il ne peut y avoir qu'une façon de régler le conflit, la guerre. Celle-ci commence en janvier 1904 par l'attaque de Port Arthur par la marine japonaise. Je vais par ailleurs vous fournir une carte du transsibérien et une carte. Ah, malheureusement, elle n'a pas chargé. Bon, c'est pas grave, je vais vous fournir qu'une carte du transsibérien. Elle permet de comprendre globalement pourquoi cette région pourquoi il y a des intérêts russes dans cette région. Donc, la société civile tout entière réussit encore une fois, et cette fois, la mobilisation de la société civile a réussi encore une fois, et cette fois le tsar parvient à lancer un élan patriotique face à ce qu'ils appellent le péril jaune. Malheureusement pour eux, malheureusement pour le tsar, cela va se retourner contre l'autocratie.
En premier lieu, gagner une guerre aussi lointaine n'est pas aussi aisé qu'on ne le pense, surtout pour la Russie. Des mauvaises décisions, des doctrines obsolètes, une flotte écrasée à Tsushima suffisent à discréditer un régime qui est qualifié d'antipatriotique. Il est même vu comme un devoir patriotique de s'opposer au tsar. L'assassinat de Bobrikov en Finlande, puis de Plev en Pologne sont fêtés. Ces débordements, cette situation éberlue l'opinion internationale, qui est totalement étonnée de voir que le peuple ne semble guère inquiété par une telle absence de stabilité dans un régime. Cependant, eux comme le tsar ne comprennent pas que c'est là le signe pour la population que la révolution est possible. Le tournant de l'action a lieu le dimanche 9 décembre 1905. Depuis quelques jours, Saint-Pétersbourg connaît une série de grèves pour l'amélioration des conditions de travail. Gapon, un prêtre, ne cesse de grandir dans les milieux ouvriers, organise une marche qui n'a pas de but réel. L'objectif est de demander directement au tsar audience, de lui demander d'aider la population, en lui formulant des demandes. Cependant, le tsar n'est pas à Saint-Pétersbourg. La manifestation, pensant que les soldats dont la mission est d'empêcher à cette masse de rejoindre le palais d'hiver, la population ne pense pas que l'armée lui tirera dessus. Ils ne reculent pas. Malheureusement pour eux, la manifestation est réprimée dans le sang. Ce à quoi Gapon répond: il n'y a plus de Dieu, il n'y a pas de tsar. La réaction de la population est immédiate. Celle-ci ne voit plus que l'insurrection pour s'en sortir. Devant la faiblesse du gouvernement, les paysans se soulèvent très vite contre l'autocratie. Celle-ci commence par une grève des loyers, afin de forcer les propriétaires à d'augmenter les salaires des travailleurs. Ils saisissent une partie des terres des hobereaux en abattant leurs arbres et en coupant leurs foins pour eux-mêmes. Mais devant l'échec de la récolte à l'été, le mouvement se radicalise. Ils réclament moins de charges et plus de moyens pour se faire entendre. Ils mettent le feu aux propriétés des hobereaux. 15% d'entre elles seront détruites. Aussi, ils tuent les nobles. En quelques mois, les hobereaux comprennent que la situation ne sera plus jamais celle d'un seul retour en arrière. Voyant que le gouvernement est totalement noyé sous les problèmes, les paysans finissent par organiser, par endroits, des républiques paysannes, détenant leur propre drapeau ou leur propre parlement, comme la république paysanne de Markovo. Le gouvernement peinera grandement à rétablir l'ordre, et ne le pourra généralement que par la force. Dans le monde ouvrier, une grève générale a lieu à partir du 20 septembre. Celle-ci paralyse entièrement le pays. Trotsky devient le chef du soviet de Saint-Pétersbourg. Ce soviet prendra fin le 3 octobre. Par ailleurs, l'arrestation des responsables du soviet de Saint-Pétersbourg sera la raison qui poussera à l'insurrection, tant demandée par Lénine. Lénine est bien conscient que l'insurrection ne peut qu'échouer, mais il veut prouver aux yeux de la population la violence du régime tsariste et lui faire prendre conscience de sa condition. Le 10 décembre, des fusils sont fournis aux ouvriers. Mais le 15 décembre, les quartiers séditieux sont écrasés sous l'artillerie.
Parlons maintenant de l'armée, qui elle-même vit très mal l'idée de répression d'un monde qu'elle comprend. Elle est massivement composée de paysans qui ont été mobilisés de force, comme pour toutes les armées d'Europe. Les demandes de la population sont vues par les paysans comme étant légitimes, par les soldats comme étant légitimes. L'une d'entre elles est justement la réforme paysanne. Ils s'identifient de la même manière comme paysans. La cavalerie cosaque est elle-même profondément touchée par cette remise en question. Ce malgré l'exécution des ordres, elle est de plus en plus dissidente. L'insurrection du Kiroirassé Potemkin est l'un des principaux symboles de la révolution de 1905. À la suite du Dimanche rouge, la mobilisation est très forte à la périphérie de l'Empire. C'est là que s'érigent les premières barricades, en juin 1905, et où le mouvement devient le plus radical le plus vite. Rappelons qu'en Pologne, les combats vont se montrer particulièrement violents et qu'en Finlande a lieu l'assassinat de Bobrikov. Ces éléments montrent que la société est clairement déterminée à se tourner vers des actions terroristes, vers des actions de vigilantisme et de brigantisme. Afin de calmer les différents troubles de l'année 1904 à 1905, le tsar Nicolas II, sous l'impulsion de Sergueï Vitz, futur premier président du Conseil des ministres de la monarchie semi-constitutionnelle, signe le manifeste d'octobre sur le perfectionnement de l'ordre de l'État russe. Le tsar s'engage à un certain nombre de réformes et de concessions. Il s'engage à la mise en place de libertés civiques étendues, comme à la liberté de culte, à la liberté de parole, la liberté de réunion et la liberté d'association. Il s'engage aussi à mettre en place un bicaméralisme avec la Douma comme chambre basse et le Conseil d'État de l'Empire russe comme chambre haute. Malheureusement, le tsar, dans les faits, garde un certain nombre de prérogatives. Il nomme les ministres, propose des lois, maîtrise le calendrier parlementaire. Pire encore, les libertés qu'il accorde, dans les faits, sont timides, très limitées. L'okhrana et la répression se font très présentes, comme nous allons le voir par la suite. Dans les faits, et ce même si chorégraphie libérale, la Douma est une expérience constitutionnelle qui suit les événements de 1905, un premier pas vers un régime démocratique. Le régime libéral n'a jamais été dans la capacité de pouvoir diriger le pays, et n'a jamais été dans la mesure de pouvoir le faire. Dans les faits, la Douma n'a que peu de prérogatives face au tsar. Ce dernier réaffirmera bien vite devant elle le pouvoir de l'autocratie. Les deux premières Doumas sont extrêmement méfiantes à l'égard du tsar. La première est dominée par les libéraux, les cadets et les octobristes, qui refusent de collaborer avec le gouvernement de Vitz. Ce refus provoquera la chute du gouvernement du Premier ministre Vitz. Il ne faut pas croire cependant que c'est un exercice inconscient auquel se livrent les libéraux. Ces derniers ont des raisons de refuser de s'associer avec un gouvernement qui recule déjà devant ses concessions. Le résultat de cette opposition
et la dissolution de la première Douma. La seconde Douma n'est plus boycottée par les partis socialistes. Ces derniers dominent dès lors la dite Douma. Ce, malgré une poussée du conservatisme dans les milieux des cadets et des octobristes, les deux partis libéraux, la Douma continue de bloquer le gouvernement du tsar, débouchant à une crise politique. Stolypine, nouveau Premier ministre, règle le problème en dissolvant une seconde fois la Douma et en réformant les modalités du vote pour l'élection de ses représentants. Le parti octobriste s'en trouve renforcé et suit le gouvernement dans ses actions. Le pari de Stolypine de rendre la Douma plus docile à ses réformes est réussi. La réponse libérale ayant échoué, le tsar va tenter une réponse conservatrice, voire réactionnaire. Il nomme tout d'abord Gorymikim. Celui-ci abandonne bien vite la besogne face à une première Douma peu réceptive. Pour mettre en place ce qu'on appelle un modèle conservateur prussien, ou conservatisme dynamique, il faut non seulement réprimer les partis révolutionnaires, mais aussi fournir un effort social important à l'égard du monde ouvrier et paysan. Cela n'est pas la volonté du tsar, mais cela est celle de Stolypine qui vient d'être nommé. Stolypine est choisi à la suite de Gorymikim pour ses compétences en tant qu'homme fort. Il a prouvé en effet qu'il était capable d'agir de manière répressive, de par la gestion qu'il a eue de la situation dans la province de Saratov. Il n'est connu de personne jusqu'ici et acquiert très vite un poste prestigieux, celui de Premier ministre, attisant les jalousies. Sa réponse, répressive, forte, prendra des airs de continuation de la politique tsariste. En effet, celui-ci réprime la population depuis l'année 1905, et la réussite de celle-ci conforte le tsar dans sa voie. Stolypine fait arrêter, déporter ou exécuter bon nombre d'opposants politiques. On parle d'ailleurs de terreur Stolypine. En parallèle, le tsar et ses fidèles vont aller plus loin. Ils vont favoriser le mouvement dit des Sangs noirs. Ce mouvement peut être considéré comme un mouvement pré-fasciste, proche des masses, soutenu financièrement par le tsar. Chose paradoxale quand on sait que ce mouvement considère que le tsar n'a plus les moyens de pouvoir maintenir l'autocratie. Cette organisation est une organisation paramilitaire composée de 1000 membres, de 1000 branches et de 300 000 membres. Ces membres sont exclus de la modernité. On y trouve bien souvent des paysans hostiles aux réformes ou à des urbains qui sont hostiles à la mise en place des réformes. Il organise des marches avec l'aval de la police et chasse les intellectuels et les juifs, désignés comme responsables de la révolution. Stolypine, de son côté, mêle aussi une politique sociale. Cependant, celle-ci est timide. Comme Nicolas Wurst l'avance, la réalité des ouvriers dans l'industrie de l'Empire russe est tout autre que ce que nécessite un effort social. Le travail par semaine atteint 60 heures ou plus. Les accidents sont très fréquents. Les indemnisations inexistantes. Les logements sont insalubres. Les rapports ouvriers contre maîtres sont violents. Un certain nombre de privilèges sont encore accordés à certaines classes plus aisées. Pire, les législations brillent par leur inexistence. Les syndicats locaux
sont contrôlés par la police et noyautés par le régime tsariste. Ils font l'objet de la défiance de la part des ouvriers. Il est dès lors impossible de voir l'éclosion d'un réformisme ouvrier dans le régime tsariste. Concernant les conditions de travail de la classe ouvrière, je renvoie au passage concernant le monde urbain. La priorité de Stolypine n'est pas de mettre en place une législation sociale. Sa réforme paysanne ne s'en sort pas mieux. Il tente par elle de permettre la création d'une classe de paysans riches en démantelant les mires et en les remembrant. Son but est de construire une classe sociale à l'image des Junkers allemands. Cependant, les paysans se montrent très hostiles à l'égard de cette politique. Les gouverneurs se le montrent davantage. On dit souvent que Stolypine manquait de temps pour réussir. Cependant, il aurait fallu un siècle pour qu'elle réussisse cette réforme. La réalité le désigne comme politiquement mort avant son assassinat en 1911. Il est dès lors difficile de voir une solution conservatrice pour le régime tsariste. La Grande Guerre est le prochain choc que va connaître l'autocratie. En réalité, il ne réveille aucune tension. Celle-ci se réveille avant la guerre. Ils sont freinés un temps par celle-ci. Un sentiment germanophobe exacerbe ce sentiment panslave à travers tout le pays, à travers les multiples factions, jugeant inévitable un choc avec l'Allemagne. Saint-Pétersbourg sera par ailleurs renommé Pétrograd, car son nom sera jugé trop allemand. Pire encore, une partie de ces nationalistes juge que la réaction tsariste à la Révolution est liée à l'influence des Allemands à la cour et aux origines de l'impératrice. La faction pro-allemande favorable à la paix reste très influente, accroissant les tensions. La nécessité de moderniser l'armée et la prudence de Nicolas II, ainsi que ses propres origines, le rendent prudent. De plus, le fait qu'il ne soit pas sûr que le Royaume-Uni le rejoigne rend l'entreprise d'une nouvelle guerre, surtout contre l'Allemagne, beaucoup trop risquée. Pour finir, comme Dournouveau le signale dès février 1914, une guerre serait fatale au régime. Mais ce peuple demande quant à lui d'accentuer la pression à Berlin, ce que Nicolas fait aussi. Si le peuple demande de maintenir une pression diplomatique forte, il faut comprendre qu'il ne demande cependant pas la guerre. Si le régime autocrate cherche la prudence, ce n'est pas le cas du Kaiser Guillaume II. Ce dernier ne désire pas voir la Russie se moderniser davantage. Si guerre il doit y avoir, elle doit avoir lieu maintenant. Guillaume II et les dignitaires allemands sont parfaitement conscients que la Russie devient de plus en plus dangereuse. Malgré les tensions sociales de plus en plus fortes et un régime commençant à se décomposer depuis 1905, il devient de plus en plus difficile de ne pas considérer cette menace croissante, qui parvient à se réformer et à se moderniser, malgré toutes ces difficultés. À partir du 28 juin 1914, et ce malgré une relative discrétion de la crise de Sarajevo, le désastre est désormais imminent. Vienne et Berlin ne font rien pour arranger la situation. Ils répondent difficilement à toutes les propositions de compromis de l'entente, de la Russie, de la Serbie. Lorsque la guerre est déclenchée, le 28 juillet 1914, entre l'Autriche et la Serbie, et ce, malgré le fait que la Serbie ait fait son maximum pour répondre à un ultimatum quasiment impossible à exécuter. Le tsar ne veut absolument pas déclencher la guerre. C'est la peur injustifiée
d'une pression populaire au nom de la guerre qui va conduire à cette décision plutôt qu'à prendre le risque de perdre sa couronne à cause d'une révolution qu'il craint davantage. Quand la guerre éclate, le 28 juillet 1914, et que quelques jours plus tard suit la déclaration de guerre de la Russie, les personnes qui manifestent leur enthousiasme ne sont absolument pas les paysans ou les ouvriers. Le régime va très vite connaître de nombreuses difficultés. Et les premières d'entre elles vont être des difficultés d'ordre économique. Nombre des problèmes économiques auxquels doit faire face la Russie ne sont pourtant pas différents de ceux des autres pays en guerre. Le déficit des finances publiques explose pour financer la guerre. Les exportations s'effondrent. Elles baissent de 65% de 1914 à 1916. La valeur du rouble chute de 40% en 2 ans. L'inflation russe passe de 100 en août 1914 à 1000 en octobre 1917. Le régime a cependant espéré que la guerre soit courte. Et la Grande Guerre va bien vite mettre en exergue les déséquilibres de l'économie russe. En premier lieu, les seuls ports en eau chaude de l'Empire russe sont en mer Noire. Malheureusement, l'entrée en guerre de l'Empire ottoman en octobre 1914 provoque la fermeture du détroit. La déclaration de guerre contre l'Autriche-Hongrie et l'Allemagne provoque la fermeture de la frontière contre ces deux pays. Seulement la Russie est très dépendante du commerce extérieur, de ses capitaux étrangers, mais aussi des technologies. Comme nous l'avons dit, les machines-outils sont généralement allemandes. Dès le début de 1915, faute de pièces de rechange, le réseau ferroviaire, pourtant vital pour la Russie, est totalement désorganisé, et le problème va en s'aggravant. Ceci est sans doute responsable de la débâcle de 1915, qui va elle-même porter un coup à d'autres secteurs de l'économie russe. Je vais vous fournir la carte du réseau ferroviaire de la Russie pour ce qui est de la partie occidentale de celle-ci. D'ailleurs, vous pouvez voir sur cette carte qu'il y a un profond déséquilibre. On a certains points qui sont des nœuds ferroviaires, comme Kharkov, Moscou ou Saint-Pétersbourg. Et la priorité donnée à la guerre va provoquer une certaine désorganisation de l'approvisionnement des villes. Les soldats étant prioritaires, c'est le mouvement qui va d'est en ouest qui va être privilégié à celui qui va des campagnes aux villes, c'est-à-dire généralement du sud au nord ou du nord au sud. On va passer du coup aux conséquences de la Grande Retraite, la débâcle de 1915. Celle-ci fait perdre à la Russie, la Pologne, une partie des États baltes, de la Biélorussie et de l'Ukraine. Elle perd 20% de sa métallurgie, mais comme je l'ai dit, une grande partie de son industrie chimique se situe là-bas. Elle va perdre 60% de celle-ci. Ça va aggraver la situation agricole, puisque dès lors, ça empêche la production d'engrais. Elle perd aussi une grande partie de sa production agricole qui se situe justement en Ukraine. En Russie, pour soutenir l'effort de guerre, 80% des usines sont tournées vers celle-ci. C'est un taux qui est nettement supérieur à tous les autres pays européens. Cette politique casse brutalement un marché intérieur déjà fragilisé par les éléments que j'ai cités précédemment. Les biens manufacturés de consommation courante voient leur production baisser de 65% en 2 ans.
et cette production était déjà assez faible. Le monde paysan étant assez méfiant envers celui des villes, en réaction, préfère conserver l'intégralité de sa production agricole, faisant baisser les ventes agricoles de moitié. Les prix des denrées alimentaires s'emballent, les salaires ne suivent pas. Une profonde austérité s'installe à travers le pays. Si le rassemblement, comme je l'ai dit, devant son palais en réponse à la déclaration de guerre, va le conforter dans l'idée que le peuple est maintenant derrière lui, la réalité est bien autre. Comme je l'ai dit, ce sont ni les paysans, ni les ouvriers qui manifestent en ces lieux. Ce ne sont pas vraiment des gens qui sont dangereux, qui vont provoquer une révolution. C'est la société civile, les hobereaux, les nobles, la population aisée qui s'agite devant son palais. Rares sont ceux qui, comme Gorky, considèrent chez les intellectuels qu'une chose est claire. Nous entrons dans le premier acte d'une tragédie universelle. Il faut certes noter que les grèves du début de l'année prennent fin. On compte jusqu'à 600 000 grévistes pour les 6 premiers mois de l'année. Donc, il faut certes noter que les grèves du début de l'année prennent fin, qu'un gouvernement d'union nationale se forme en Russie aussi, mais l'enthousiasme n'est pas aussi général qu'on puisse le penser. En général, il n'y a absolument pas d'enthousiasme chez les ouvriers, mais surtout chez les paysans, composant 85 à 90% des soldats. La violence du conflit va entraîner avec lui la chute du régime. Durant le développement durant l'aggravation de la situation économique, commence à se développer la criminalité. Nombre d'ouvriers se détournent des factions les moins radicales, même les mencheviks, et se tournent plutôt vers les bolcheviks. Quant aux garnisons, étant composées d'éléments de plus en plus réfractaires au régime, elles deviennent un danger pour lui. Durant la guerre, les grèves se multiplient dans tout l'Empire. On compte seulement 10 000 grévistes au cours des 5 premiers mois de la guerre, 560 000 en 1915, 880 000 en 1916 et 260 000 au cours du seul mois de janvier 1917. Les grèves sont courtes, mais elles connotent une radicalisation du monde ouvrier en Russie. Cela s'explique par la brutalité de la répression. S'il est à noter que la situation de l'armée est certes catastrophique par rapport à celle de ses voisins, elle ne bénéficie pas d'un financement tout aussi important, il faut cependant nuancer quant à la qualité de son matériel, ses capacités et sa pression bien plus vite que l'Allemagne ne le pensait, mettant fin au rêve Cependant, les forces russes vont de désastre en désastre, et ce malgré un général Broussilov brillant. Les pertes de 1914 forcent l'armée à devoir appeler non pas les premières levées, mais directement les secondes, qui n'ont pas été suffisamment formées au combat. L'armée rouge l'armée rouge connaît désormais un problème de main-d'œuvre, mais aussi de qualité. L'armée russe, pardon. Donc, l'armée russe est la première au final à manquer d'hommes. Une bonne partie de la population est effectivement trop jeune pour se battre, et sur les 27 millions de personnes mobilisables, 50% de la population est exemptée, contre 25% pour des pays comme l'Allemagne, la France
La Russie ne mobilisera au final que 5% de son armée. Pire encore, il n'y a pas de commandement centralisé. Il n'y a pas de plan d'action. Quant aux commandants, ils sont souvent nommés par le tsar par leur loyauté à l'autocratie, et non par rapport à leurs compétences. L'armée perd aussi rapidement ses officiers subalternes et voit une démocratisation de l'accession au grade pour combler ses pertes, menant les masses qui deviennent de plus en plus hostiles au régime à des grades de sous-officiers ou bien encore d'officiers subalternes. Les officiers russes sont encore formés à des techniques de guerre napoléonienne. Quant au réseau ferroviaire, il est dans un état lamentable. Les communications militaires sont quasiment inexistantes. Le ravitaillement peine à arriver. L'industrie de l'armement a été délaissée. C'est une longue guerre qui s'annonce et pour laquelle le régime n'est absolument pas préparé. Les généraux n'y brillent pas seulement par leur incompétence. Ils cherchent aussi à sacrifier leurs hommes sans compter. Ils font sciemment couler le sang des soldats afin d'exterminer tous les moujiks, de s'en débarrasser une bonne fois pour toutes, afin qu'ils ne s'attaquent plus jamais aux grandes propriétés. D'autres sont incapables de travailler ensemble, conduisant à des désastres sérieux comme la bataille de Tannenberg ou la bataille suivante, que j'ai par ailleurs complètement oubliée. Est-ce qu'on m'entend toujours? Parce qu'il semble que j'ai un problème de connexion. Ça, honnêtement, j'arrive à t'entendre. Purée. Alors, il va falloir attendre parce que mon outil de notes vient de planter. Ce qui est très sympathique. Oh mais je peux toujours influencer, mais après je vais me perdre. Enfin, je peux toujours improviser, oui. J'ai tendance à confondre les mots, ce qui est un peu lourd. On a aussi des cas, de trahison d'officiers supérieurs. Et en 1915, ces problèmes cumulés mettent l'armée russe dans une position délicate. L'offensive allemande fait voler en éclats la totalité du front d'Europe de l'Est. Le moral est complètement brisé dès lors, et les soldats sont en opposition de plus en plus forte au régime. C'est le moment décisif où l'armée perd toute sa loyauté envers le tsar. La censure, dès 1916, fait état d'une grande lassitude. On compte déjà 15 millions de mobilisés russes à cette date, 2 millions de tués, 3 millions de prisonniers. La qualité du ravitaillement s'écroule. La viande est remplacée par des lentilles. Les fusils et les munitions arrivent mal. La machine industrielle russe est incapable de suivre. Les munitions et l'armement peinent à arriver. Bien que l'offensive Brusilov de l'année 1916 soit un succès, il est incapable de l'exploiter faute de support et du fait de la position fragile de l'armée russe. Au vu de la situation militaire en Russie, les sentiments anti-allemands et anti-monarchistes se mêlent entre eux. En juin 1915, au-delà de l'exode massif des populations, on voit apparaître des comportements antisémites
qui se porte aux côtés des comportements anti-allemands. Le tsar et sa femme sont visés par des demandes d'abdication. L'impératrice Alix est même surnommée l'Allemande. La Douma, l'état-major, l'aristocratie et une partie de la famille du tsar multiplient les intrigues afin de mettre fin à une situation qui devient de plus en plus incontrôlable. Pour ce qui est de l'armée, malgré des rapports alarmants, les actes de défiance et de désertion, les actes d'indiscipline resteront rares et localisés jusqu'au printemps 1917. Les rumeurs les plus folles finissent par circuler sur la trahison de l'impératrice Alexandra, de Rasputin et d'un certain nombre de ministres qui éroderont davantage l'idée de la troupe, surtout dans les garnisons. En 1916, l'offensive fait perdre les derniers éléments loyaux de l'Empire. Le régime tsariste s'appuie sur une politique antisémite. Il expulse dès septembre 1914 les Juifs de Pologne. Ces expulsions s'étendent dans l'année 1915 à la Galicie, à l'Ukraine, à la Biélorussie et aux États baltes, et touchent des centaines de milliers de personnes. Les descendants de colons allemands subissent le même sort. Toutes ces expulsions s'ajoutent aux 5 millions de réfugiés qui fuient les zones de combat lors de la Grande Retraite. Les peuples d'Asie centrale doivent subir eux aussi une politique discriminatoire du fait de leur religion et de leurs origines. À l'automne 1916, une terrible répression qui fait plusieurs centaines de milliers de victimes s'abat sur les Inorodsky, les peuples allogènes du Turkestan, Kazakh, Kirghiz, Ouzbek, qui, refusant la conscription dans les bataillons de construction, se sont révoltés contre les colons, les commerçants et les fonctionnaires. La guerre et les violences perpétrées par les autorités russes contre les minorités voient une éclosion. La guerre et les violences perpétrées par les autorités russes contre les minorités voient une éclosion des consciences nationales. Les militaires en profitent pour utiliser les statistiques militaires sur les populations suspectes en temps de guerre, comme les musulmans, les juifs, les polonais ou encore les russes d'origine allemande. Cette situation délétère permet cependant la fondation de multiples sociétés d'aide aux réfugiés. Ces sociétés ont des dynamiques nationales. Pour les réfugiés juifs, on a l'ECOPO. Pour les réfugiés arméniens, le CAVO. On en a aussi pour les réfugiés polonais, l'ETON. Pour de nombreuses minorités qui s'organisent dès lors et déstabilisent davantage la Russie. Il ne faut pas voir dans cette déstabilisation une volonté propre à ces organisations de lutter contre le tsar. C'est là juste de nouvelles bureaucraties qui s'ajoutent à des bureaucraties existantes et qui ont déjà bien du mal à maintenir une certaine cohésion dans le régime tsariste. En l'absence d'organisation bureaucratique solide et cohérente, et en nécessité au manque cruel de la société russe, les Zemstvos du prince de Lvov, en parallèle à son union des villes, se substituent à l'autorité du tsar dans ses activités cruciales. Leur participation va en grandissant et assure l'effort de guerre de la Russie. En 1916, ils forment désormais un État dans l'État. Ils ne dépendent plus du tout de la bureaucratie. Lvov devient lui-même comme le chef d'un gouvernement spécial. Comme dans les autres pays européens,
Les élites en Russie se mobilisent dans un grand élan patriotique pour aider les autorités à faire face à cette guerre d'un type nouveau, longue et impliquant une mobilisation totale des ressources. Les ressources et les représentants les plus éminents du mouvement libéral marquent leur volonté d'être associés à l'effort de guerre en organisant la bureaucratie des Envos et celle des villes de la Russie occidentale, hors Pologne, actuellement occupées. Le tsar et les autorités tentent de les cantonner à des missions secondaires, comme à l'assistance des soldats blessés et malades avec la Croix-Rouge russe. En 1915, ils fusionnent en une seule organisation, le Zemgor, qui emploie bientôt 300 000 personnes hautement qualifiées et qui étend ses prérogatives. Bien qu'il se refuse à s'opposer au tsar au départ, qu'il le fasse à de nombreuses qui refusent à s'opposer au tsar au départ, qui finissent par le faire à de nombreuses reprises, ici encore par dépit, il doit faire face de plus en plus à l'opposition de la bureaucratie impériale et du gouvernement réactionnaire. En septembre 1915, il n'est plus question pour lui de se laisser passivement gouverner. Les Envos deviennent aux yeux de Lvov le moyen d'une transition à un gouvernement du peuple. En mai 1915, les représentants les plus importants des affaires et de l'industrie se regroupent dans le Comité des industries de guerre. Leur mission est de rationaliser la production et de gérer la logistique entre les grandes entreprises. Sous la production des difficultés économiques et des défaites militaires, la bureaucratie tsariste accepte de collaborer avec ces institutions. 4 conseils spéciaux sont créés. Un conseil spécial de la défense pour l'armement, les transports, un pour les transports, un pour les combustibles et un pour le ravitaillement alimentaire. Il coordonne avec plus ou moins de succès l'activité économique de 5000 entreprises. Les problèmes ne vont pas en s'arrangeant. Les milieux d'affaires libéraux font à leur tour pression sur le gouvernement pour voir leurs intérêts promus et obtenir des monopoles. En 1916, les petites et moyennes usines font l'objet de l'indifférence générale et de difficultés croissantes. Elles coulent les unes après les autres. À leur tour, elles tentent de s'organiser en comités d'industrie et parviennent à obtenir une partie des commandes militaires. Chacun s'oppose assez timidement au tsar. Certes, la guerre montre plus que jamais la nécessité d'un changement politique. Mais les mouvements libéraux restent hésitants. Chacun milite afin que la Douma parvienne à obtenir de plus en plus de pouvoir face au tsar et que ce dernier la rappelle. C'est chose faite le 19 juillet 1915. 2/3 des députés de la Douma, de la gauche modérée à la droite modérée, se constituent en un bloc progressiste. Ils demandent la constitution d'un gouvernement ayant l'appui du peuple afin d'éviter la révolution. En l'absence d'une véritable opposition libérale, celle-ci étant paralysée par la marche à suivre et ne s'opposant que verbalement à l'autocratie, est définitivement désabusée par le régime tsariste. Les milieux prolétaires voient une forte progression des idéaux révolutionnaires socialistes. Cependant, la force des partis socialistes reste faible. On parle de 10 000 membres du parti bolchevique, de 20 000 pour le parti menchevique en 1917.
Déjà à l'époque s'opposent en stratégie les bolcheviks qui votent contre les crédits de guerre, sont arrêtés et entrent dans l'illégalité, et les mencheviks et socialistes révolutionnaires. Les bolcheviks ne comptent que 3000 membres à Petrograd, une dizaine de milliers à travers le pays. Les mencheviks sont à peine plus nombreux. Une aile droite, social-patriote, emmenée par Plekhanov, est favorable à une trêve contre le régime tsariste. En effet, ils ont peur que l'impérialisme allemand soit fatal au socialisme. Un centre se dit défensiste révolutionnaire, c'est-à-dire prêt à mener une guerre entièrement défensive. En l'état, les groupes socialistes sont très divisés et très affaiblis en 1917. Dans le pays, les grèves commencent à se multiplier, les désertions à s'accélérer. Le tsar finit par prendre le commandement suprême de l'armée. Le 28 août 1916, Krivosheïn et Polivanov, ainsi que 8 autres ministres, lancent un appel au tsar dans le but d'obtenir un gouvernement plus proche des aspirations de la Douma. La tsarine et Raspoutine cherchent à convaincre le tsar de dissoudre la Douma et de soutenir le gouvernement de Goremykine. C'est chose faite le 2 septembre. Ce à quoi la population de Petrograd répond par 2 jours de grève générale. Une délégation se forme afin de régler cette situation, conduite par Lvov, mais le tsar refuse de les recevoir. Le 16 septembre, les ministres sont convoqués à Mogilev pour une ultime volée. Ce à quoi le tsar répond comme l'autocrate qu'il est. Les libéraux sont tout à fait impuissants face au tsar. Ils ont davantage peur de la révolution sociale qui est en marche que du tsar lui-même. Maklakov, libéral, dira en septembre 1915 La Russie est dans une situation semblable à une automobile pilotée par un chauffeur fou, le tsar, qui lui fait dévaler une pente raide et dangereuse à toute vitesse. Parmi les passagers se trouve sa mère, la Russie, ainsi que les conducteurs compétents qui savent qu'ils sont conduits à la catastrophe. Le tsar profite de sa position de force pour affermir le pouvoir de l'autocratie. Quant à l'état-major, Broussilov en tête, il est de plus en plus convaincu qu'il ne peut pas gagner la guerre avec le système politique qu'il a. Pire encore, il devient clair qu'une victoire ne peut plus sauver le pays de la révolution. En janvier 1916, le Premier ministre Gorikine, conservateur, est remplacé par un... Ah oui, donc c'était en 1915 pour les dates d'avant, je m'en excuse. Est remplacé par un protégé de Raspoutine, le gouverneur Sturmer, ouvertement réactionnaire. Nicolas II renvoie 2 mois plus tard les 2 seuls ministres qui ont la confiance des milieux libéraux. Polivanov, ministre de la guerre, et Sazonov, ministre des Affaires étrangères. Ce dernier était par ailleurs favorable à une large autonomie de la Pologne et de la Finlande. Dans une situation aussi bloquée, les complots se multiplient contre l'autorité. Chacun imagine une révolution du palais pour faire abdiquer Nicolas II et permettre de sauver la Russie. D'un côté, Lvov conjure pour mettre sur le trône le grand-duc Nikolai et devenir Premier ministre. Khrouchtchev, dans le même but, cherche à faire abdiquer Nicolas II pour son frère Mikhaïl. Mais il est déjà trop tard, le complot de Lvov étant prévu pour mars 1917. Tous espèrent faire ainsi
de leur mieux pour éviter d'être emportés à leur tour par la révolution sociale. Le seul complot qui réussira au final sera celui contre Raspoutine, le 16 décembre 1916. Chacun se garde toutefois d'évoquer l'éventualité d'un soulèvement populaire de peur de voir les masses servir de tremplin aux révolutionnaires, ce qui ne pourrait que désorganiser encore davantage l'effort militaire et l'élan patriotique du pays. La chose se termine sur une note particulièrement tragique. L'hiver 1917 se montre particulièrement rude. Petrograd indique pour février 1917 une température de 15 degrés en dessous de zéro. Maxime Gorky écrit à sa femme « Il fait froid ici comme en Laponie ». Les blizzards et le gel ont paralysé un réseau ferroviaire déjà sur le point de s'écrouler. Les usines ferment une à une, faute d'approvisionnement. La farine et le combustible viennent à manquer. L'austérité de la guerre laisse place doucement à une impression de pénurie généralisée. Le gouvernement est encore une fois accusé de cette crise qui s'annonce. La situation en Russie voit donc l'exacerbération des tensions sociales, nationales et politiques dans tout l'Empire. L'Empire russe doit faire face à une opposition politique de la société civile de plus en plus forte. Il est discrédité par ses échecs. Les ouvriers sont désabusés par les libéraux et se tournent vers les idées socialistes. Cependant, l'opposition organisée, même socialiste, est totalement divisée et impuissante quand arrivent les journées de février. Du fait des problèmes économiques croissants qui se multiplient en Russie, l'approvisionnement est totalement hors service. Les circuits économiques sont brisés. Le 19 février 1917, les autorités de Petrograd annoncent la mise en place de cartes de rationnement pour le pain pour le 1er mars. La capitale de l'Empire russe n'a plus de réserve de grains que pour une dizaine de jours. Le lendemain, des révoltes commencent à éclater. Le 24 février, jour important pour les socialistes, puisque c'est la journée internationale de la femme, 150 000 ouvriers sont en grève. Les dispersions deviennent impossibles. Le 25 février, la grève est générale. Le 26, la répression est féroce. Le 27, les garnisons qui ont appliqué cette même répression se mutinent. C'est le début de la révolution de février. Je vais conclure par rapport à une chose que l'on dit souvent, comme quoi c'est la Première Guerre mondiale qui aurait que c'est la Première Guerre mondiale qui a achevé l'expérience constitutionnelle du régime. Dans les faits, la situation est bien plus triste, puisque l'expérience constitutionnelle, n'existera même pas dans les faits. Ça sera une expérience semi-constitutionnelle et elle va durablement affecter l'image des libéraux en les discréditant. Jamais, à aucun moment, ils ne seront plus proches du pouvoir, et pourtant jamais à aucun autre moment, ils ne l'auront pas non plus. Dès lors, il faut comprendre que si la guerre n'avait pas eu lieu, le régime aurait juste réussi à se réformer et à devenir un régime réactionnaire du type de celui de l'Espagne de Franco, mais dans un pays qui est bien plus grand et qui n'a absolument pas réussi à faire appliquer des solutions conservatrices et libérales. Pour ma part, du coup,
La présentation est terminée. Enfin, la première partie de la présentation est terminée.